Ouais. Là, je me présente rapidement, quand même. Donc, on profitait de la venue d'Andrea Borber, qui est professeur à l'Université de Montréal, et de Sarah-Jeanne Beauchamp-Goud, qui est en doctorat chez Andrea et qui va venir à Leuven pour prolonger aussi le doctorat en ma compagnie. Elle sera là l'année académique prochaine, a priori. Et toutes les deux travaillent sur la littérature au féminin, et spécialement dans les avant-gardes, de façon assez large dans le cas d'Andrea, et au niveau du travail de Sarah-Jeanne dans le cadre de sa thèse sur les manifestes écrits par des femmes. Il y en a un certain nombre, plus ou moins connus d'ailleurs. Moins connus que plus. C'est ça, comme souvent. Et dans le cadre donc, du cours que nous menons à bien, où nous travaillons sur quelque chose de tout à fait différent, le rapport des écrivains belges à la radio. Pourquoi les inviter? Bien précisément parce qu'il y a 2 ans, l'un des propos d'un cours ou d'un séminaire de master était la réalisation d'une exposition physique qui a eu lieu à l'Université de Montréal, mais aussi d'une exposition virtuelle que vous pouvez toujours visiter, puisqu'elle est donc en ligne. Et donc, je me suis dit que comme nous étions inscrits actuellement dans un processus analogue et que dans la mesure où nous sommes au début de ce processus, il pouvait être intéressant de bénéficier de leur expérience en la matière et de voir comment, notamment, on traite une matière de cette façon-là, une matière en groupe, qui plus est, parce que réaliser une exposition en étant le seul commissaire et le faire en groupe, c'est pas tout à fait la même chose non plus. Et donc, voilà, nous sommes ravis de vous accueillir. Et première question, comment ça a commencé? Pourquoi vous avez eu l'idée de faire ça? Qu'est-ce qui vous a pris? Bon, très bonne question pour commencer. Donc d'abord, merci beaucoup de nous accueillir. Merci à vous d'être venus, à Chiara aussi, de vous être déplacés. Donc comment ça a commencé? C'est dans le cadre d'un séminaire justement que je donne régulièrement, une fois par année. C'est un séminaire de maîtrise et de doctorat. C'est toujours mélangé chez nous, donc il n'y a pas juste des séminaires pour les maîtrisants et des séminaires pour les doctorants. Ça porte tous les ans sur les écrits des femmes 19e, 20e et début du 21e siècle. Et c'est chaque professeur qui peut décider du contenu de son séminaire. Comme il y a 4 ans, j'ai obtenu un projet de recherche intitulé « Le livre surréaliste au féminin, faire œuvre à deux ». À un moment donné, je me suis dit, je vais quitter un peu les sentiers battus de ce qu'on fait actuellement dans un séminaire, c'est-à-dire exposer, surexposer, travail écrit à la fin que le professeur ou la professeure évalue. Et comme j'ai eu la chance d'avoir pour la 3e édition de ce séminaire-là un très bon groupe, je les ai observés pendant 2-3 semaines avant de leur proposer comme une option et non comme une obligation l'idée de monter une exposition collective, donc ensemble. Ça veut dire qu'une partie du groupe pouvait ne pas prendre part à l'exposition tout en prenant part au séminaire? Non, pas du tout. C'était tout le monde allait embarquer dans le bateau ou personne n'allait embarquer dans le bateau et on allait faire un séminaire comme d'habitude qui ressemble à quoi généralement? Je ne sais pas ici, c'est peut-être la même chose, mais souvent on a soit à mettre un travail écrit à la fin du séminaire, soit il y a une journée d'études qui est organisée, donc chacun parle de son sujet sur lequel il a travaillé pendant la session devant un plus ou moins gros public. Donc c'était vraiment original comme idée, puis on a eu la chance que tout le monde, toutes les participants, c'était seulement des femmes à ce séminaire-là. C'est vrai, c'était exceptionnel. D'habitude, il y a quelques token men qui sont là, donc 2 ou 3 généralement, mais ça correspond tout à fait au pourcentage qu'il y a en littérature. J'imagine que c'est la même chose chez vous. Donc il y a vraiment comme tu peux le constater. Oui, il n'y a même pas de c'est toi le token man today, c'est tant mieux. Voilà, donc séminaire, un groupe de 16 étudiantes, donc un gros groupe quand même comparé à ce que vous faites là cette année, donc ce qui pose le défi évidemment de mettre tout le monde ensemble, et ça demande énormément de concertation, donc il fallait aussi qu'on ajoute quelques séances de concertation, de discussion commune, donc ça dépassait le cadre du séminaire qui dure quand même 3 heures à Montréal. Je ne sais pas combien d'heures vous avez à votre disposition. 2h30 habituellement. D'accord, donc ça ressemble un peu à la même chose, c'est-à-dire on avait 13 semaines à 3 heures par semaine à notre disposition, et à la toute fin, donc on a exposé des livres à la bibliothèque des
des sciences humaines. Donc c'est peut-être le deuxième point que je voudrais aborder. Il n'y a rien de plus difficile que d'exposer des livres. Donc, parce que des livres, on les lit, on les tient entre les mains, on ne les partage pas forcément, même si aujourd'hui il y a de plus en plus d'expositions qui portent sur les livres et qu'il y a même un site qui est consacré donc, aux littératures, à mode d'emploi. Sur lesquels tu vas te retrouver, je te préviens. Mais tant mieux. Nous aimons être exposés à partir de maintenant. Donc vous voyez le rappel traditionnel, donc des livres légèrement colorés, et l'autre symbolique que vous avez à gauche ici sur mon site, consacré à mon projet de recherche et pas uniquement à l'exposition que nous avons faite. Je terminerai par le site lui-même. J'avais trouvé une photographie de Claude Quin, qui est cet auteur, photographe, essayiste, actrice de théâtre de l'entre-deux-guerres, qui a fait cette jolie photographie de la triple main, qui symbolise pour moi l'acte principal du lecteur. Donc on attrape un livre, on le garde entre les mains et on le feuillette, on le lit. Alors dans une exposition, on ne pouvait pas laisser les livres apparents, vous l'imaginez bien, parce que tous les livres que nous avons exposés, à une exception près, sont des livres épuisés, jamais réédités depuis leur première édition, parce que ce sont des livres qui contiennent des images, des photographies, des dessins, des lithographies, donc ce sont des œuvres hybrides. Donc ça, c'est un terme que j'avais posé, que les étudiants ont beaucoup intégré. Quelques autres prémices devaient être mises au clair dès le départ, c'est-à-dire il fallait qu'on trouve un lieu, évidemment, donc où exposer. Alors dans une université, il n'y a pas énormément de lieux déjà, donc les universités ne sont pas là pour exposer des livres, mais nous avons à la bibliothèque des lettres et sciences humaines justement un atrium, donc qui est la partie d'accueil. Tout le monde entre dans cet espace qui s'ouvre, donc c'est une sorte de carré ou de place de rencontre d'une certaine façon. Une sorte d'agora, exactement, c'est parfait de l'appeler agora, avec des chaises, avec des tables, avec des moniteurs par moment aussi. Et donc tout le monde passe par cet espace-là pour monter aux différents étages et travailler ou emprunter des livres. Donc nous avons réussi à réserver ce lieu-là, ce qui a posé tout de suite un autre problème: comment attirer les gens à l'intérieur de l'agora, parce que là on ne le voit pas dans l'exposition, peut-être on pourrait quand même entrer déjà pour qu'ils aient une idée. Donc il fallait, c'est pas parce qu'on a des vitrines, vous savez, que les gens vont aller dans l'exposition pour voir les livres. Attirer l'attention, aller chercher. Si je peux me permettre, je crois qu'on voit des photos de l'exposition physique dans le compte rendu qu'il y a sur littérature mode d'emploi. Tu vois? Oui, il y a beaucoup de photos, mais en fait, je pense que même si tu entres dans l'exposition, ça donne... Vous avez des photos aussi du... Mais on voit l'exposition elle-même. D'accord. En fait, c'est ça. En fait, c'est pas elle-même dans l'atrium. Sinon, on voit quand même... Ça. Oui, si tu vas sur le mannequin, là, on voit. Là, c'est... Donc, ça, c'était... Voilà. Parfait, donc celle-ci, exact. Donc là, vous voyez, ça c'était l'espace dont on disposait, et l'idée un peu ingénieuse qu'on avait trouvée, c'était de placer à l'accueil, avec l'affiche qui annonçait l'exposition, deux mannequins pour rappeler aussi à quel point, pour les surréalistes, le mannequin était un peu la figure de l'entre-deux, le fantomatique, l'entre-deux entre humain et artificiel. Donc c'est une sorte de condensé d'une certaine esthétique surréaliste. Donc beaucoup de photographes surréalistes ont travaillé sur les vitrines, sur les mannequins exposés. Donc les étudiants avaient pour objectif aussi de les habiller pour que ça aille avec certains livres qu'on allait exposer. Donc vous avez le mannequin à droite qui reprend quelques éléments de l'esthétique de Claude Quin, justement, que j'avais mentionné. Ça s'écrit C-A-H-U-N, si jamais ça vous intéresse, qui se déguisait systématiquement, qui se photographiait avec l'aide de sa conjointe qui s'appelle Marcel Mort, qui elle était artiste. Donc il y a des rappels, des allusions faites à cette Claude Quin, dont il existe un autoportrait avec un t-shirt où est marqué I'm training, don't kiss me, avec des poids haltérophiles, etc., etc. Et vous avez là donc justement le rappel d'une des photographies de Claude Quin.
L'autre, c'était plus l'idée de masque, de fantomatique, hybridité à gauche, hybridité masculin. En toute honnêteté, je trouve le deuxième mannequin un peu moins réussi que celui de droite, mais ça peut être mon parti pris aussi en faveur de Claude K. Donc ça, je crois que le masque attirait quand même beaucoup peut-être le masque, peut-être le collier de fausses perles aussi. Mais ça, on a compris très rapidement que si on n'avait pas ces mannequins qui aspiraient d'une certaine façon les visiteurs, les lecteurs et les lectrices de la bibliothèque, ce pas des visiteurs de l'exposition, si on n'avait pas eu ces mannequins-là, beaucoup de gens seraient passés rapidement, ne se seraient jamais attardés et seraient partis ensuite travailler ou étudier. Donc il faut toujours, me semble-t-il, trouver un point d'attraction visuelle pour donner envie d'aller visiter l'exposition. Donc ça sera à vous de le trouver. Veux-tu ajouter quelque chose? Oui, et puis c'est important pour l'accueil, mais vous voyez aussi dans le fond de la salle, c'est quelque chose qu'il faut projeter, puis il faut faire perdurer aussi. On a trouvé un autre mannequin assez particulier qu'on a disposé au fond de la salle. On peut voir rapidement aussi, non, on ne voit pas dans la photo, mais on a disposé une grosse carte du monde à la fin aussi, donc les gens semblaient intéressés justement par les mannequins au début de l'exposition, mais il y avait quand même quelque chose qui les attirait vers le fond aussi. Donc il y avait vraiment un voyage, en tout cas un trajet qui se faisait. Puis sur le côté, on avait aussi des vidéos, des extraits vidéo qui tournaient en boucle. Donc là aussi, on essaie de varier un peu les stimulus pour attirer les visiteurs. Donc on a imaginé un parcours idéal, ce qui ne voulait pas dire que tous les visiteurs de l'exposition devaient le suivre. On a réfléchi pendant assez longtemps aussi comment placer les vitrines. Là, vous les voyez, on a dû utiliser le matériel de la bibliothèque, qui n'est pas spécialisé en exposition, même s'il y a régulièrement des expos qui sont organisés, mais des expos de petite envergure, je dirais. C'est sans doute cette exposition-là, et ce n'est pas du tout pour nous vanter que je dis, même si nous sommes parfaites, c'est cette exposition-là qui a attiré un maximum de visiteurs, parce que juste à côté, vous avez les guichets pour emprunter des livres, et souvent les commis étaient dérangés par le nombre de visiteurs, qui se parlaient d'ailleurs dans l'exposition aussi, alors que normalement, vous le savez, il faut garder le silence quand on est dans une exposition. Et dans une bibliothèque. Oui, et surtout dans une bibliothèque. On avait fait exprès aussi, vous voyez au fond, derrière le deuxième mannequin, il y a des paravents avec des questions, des jeux qu'on avait mis. Donc on a aussi fait exprès pour que les gens aient à communiquer un peu entre s'ils étaient accompagnés pendant la visite. C'est vrai, donc il y a eu donc un parcours idéal d'une vitrine à l'autre ou d'un point d'attraction à l'autre. Sarah-Jeanne a mentionné déjà la carte du monde, on entrera tout à l'heure dans l'exposition. Il y avait donc ce paravent plié en deux où les étudiants avaient sélectionné un certain nombre d'extraits, de textes critiques ou d'œuvres littéraires. Donc ils ont fait un énorme collage qui était en rapport avec l'esthétique surréaliste ou l'esthétique avant-gardiste. Et derrière ce paravent-là, qui est ici, je vais y arriver, vas-y toi. Celui-ci, derrière, les gens avaient la possibilité aussi d'écrire eux-mêmes un commentaire ou une réflexion. Ça servait d'équivalent à un livre d'or, en fait. Oui, on ne l'a pas gardé finalement, mais c'était un petit peu cette idée-là. Oui, on voulait quand même. Vous ne l'avez pas gardé, c'est-à-dire? Non, les réflexions des gens derrière, on ne les a pas gardées. Finalement, c'était pas assez intéressant. C'était plus un côté ludique qu'on proposait. Puis il n'y a pas énormément de gens. Aussi, il y a des spectateurs qui allaient les chercher. Puis ça tombait plutôt vers la fin de l'exposition. Donc là, après avoir vu toutes les vitrines, tous les livres, quelle réflexion aussi ça stimulait. Alors je vais revenir un petit peu en arrière, donc placé dans le cadre du séminaire. Les étudiants, vous le savez, vous non plus, vous n'êtes pas formés à monter une exposition, même pas à la planifier ou à la penser. Donc les étudiants ont dû s'initier d'abord dans la matière, vivre du sujet, c'est-à-dire le surréalisme et la place, le rôle, l'apport des femmes à cette esthétique de la troisième des avant-gardes historiques. Donc dans un premier temps, votre message fonctionne presque toujours comme ça, dans un premier temps,
On s'est retrouvés à la Bibliothèque des livres rares où nous disposons d'un vaste fonds de livres surréalistes de manière générale et d'un fonds grandissant de livres surréalistes signés par une femme auteure, parce que je peux faire acheter des livres à notre bibliothécaire qui est en charge. Donc lorsqu'il y a des fonds, lorsqu'il y a de l'argent, ça fonctionne. Donc nous nous sommes retrouvés autour d'un premier travail, un premier exposé d'une dizaine de minutes. Donc j'aime bien fonctionner par un petit exposé pour commencer, où les étudiants devaient à deux présenter une des œuvres hybrides que j'avais mises dans la bibliographie du cours. Donc prendre connaissance d'une œuvre en ce qui concerne la matérialité du livre, donc le format, le nombre de pages, le nombre d'illustrations, les collaborateurs, collaboratrices exactement, sans tomber dans un biographique simple et de premier niveau. Et troisième élément de réflexion, tout ça en 10 minutes, vous voyez bien qu'il faut être très préparé et aller à l'essentiel rapidement. Vous devez sélectionner une double page, parce que souvent ces livres hybrides sont conçus en texte-image, image-texte, mais pas toujours. Donc identifier une double page et proposer une analyse iconotextuelle. Donc qu'est-ce que montre l'image, qu'est-ce que dit le texte, quels sont les points de rencontre ou les effets de collision et de collusion. Et ensuite devait avoir lieu la discussion qui a tellement bien fonctionné qu'on a dû rejeter un certain nombre d'exposés à la séance d'après. Donc on a dépassé les 3 ans. Donc ça c'était le premier exercice, premier exposé. Deuxième exposé de préparation, toujours selon une bibliographie que j'avais proposée, travailler de façon un peu plus théorique, donc sur des domaines comme surréalisme et femmes, avant-garde tout court, le livre et la place du livre dans l'esthétique avant-gardiste, et troisième domaine, je pense que c'était rapport texte-image, c'était le domaine le plus théorique. Là, vous étiez à nouveau à 2, donc 3 pour votre groupe. Je pense que c'était le seul à devoir choisir un article ou un chapitre de livre et le présenter en 15 minutes et déclencher une discussion éventuellement aussi sur la base de la réflexion. Et on devait aussi déjà essayer d'imaginer comment cette réflexion-là pouvait être mise à profit de l'exposition des livres. Donc vous avez tiré de ces travaux critiques quelques éléments que vous voyez là en fuchsia et en gris. Vous voyez les petits cartels qui sont collés là-dessus. Ça, c'est le travail de réflexion que les étudiants ont fait. Et il y a donc un condensé de certains articles qu'ils ont voulu extraire pour exposer. Ça, c'était sous forme de citations, souvent, donc on allait chercher dans nos articles les citations les plus marquantes, les plus évocatrices. Voilà, et puis le troisième exposé, troisième travail de préparation, c'était garder la même œuvre du premier exposé ou changer. Je propose toujours la possibilité de changement de l'œuvre aussi, parce que dans un premier temps, quand on ne connaît pas les œuvres, on choisit peut-être le titre qui nous accroche, ou on connaît éventuellement le nom de l'auteur ou de l'artiste. Donc ceux qui voulaient pas, ou celles qui ne voulaient pas rester avec l'œuvre avaient tout à fait le choix de choisir une autre. Elles avaient pour mission de travailler à nouveau à 2, et je peux vous dire que le travail collaboratif fonctionne vraiment très bien, parce que 2 cerveaux, généralement, pensent plus qu'un seul cerveau. Et aussi, le désaccord, parfois, ça donne une stimulation, ça donne de nouvelles idées, donc la discussion amène vers autre chose, ou ouvre parfois de nouveaux horizons. Et pour l'exposition aussi, donc là on parle pour l'exposé, mais le choc des idées est assez important dans la conception d'une exposition. Donc je termine d'ailleurs là-dessus, donc exposé 20 minutes, discussion, et les 2 étudiantes gardaient donc cette œuvre-là pour ensuite penser l'exposition du livre dans une vitrine donnée. Et donc là, peut-être que tu vas pouvoir enchaîner sur ton exemple ou votre exemple que vous avez. Est-ce que tu prépares qu'on... Oui, je pense que là, on va entrer. Exactement. Entrons donc enfin dans la vraie exposition. Donc, l'exposition que vous venez de voir en photo, on l'a mise en ligne. Elle est mise en ligne sur une plateforme allemande qui s'appelle Kunstmatrix, qui était la mieux adaptée à nos besoins. Je l'ai fait avec, c'était notre token man, donc Hugo Gladu,
que je voudrais mentionner littéralement, qui était là vraiment pour tout ce qui est conception graphique, conception esthétique, qui n'était pas du tout à la maîtrise ni au doctorat. C'est un étudiant qui finissait son baccalauréat, mais qui avait suivi avec moi le cours sur les avant-gardes que je donne en 3e année et qui était passionné, intéressé. Donc c'était un peu mon homme d'image à qui j'ai donné la responsabilité de préparer un documentaire assez libre, inspiré d'autres documentaires consacrés à ces auteurs et artistes surréalistes. Donc c'était un autre point d'attraction, vous voyez là au fond de la salle ici. Donc c'est un collage visuel de documentaires consacrés aux créatrices surréalistes. Et ces vidéos-là étaient dans l'exposition, ce que je disais tout à l'heure sur le côté, donc les spectateurs pouvaient voir en circulant les extraits. Donc on avait une petite installation de mini-cinéma avec des fauteuils, une sorte de rideau aussi, donc on était dans la double fiction, exposition et cinéma. Et vous savez aussi que les surréalistes étaient passionnés par le cinéma muet dans un premier temps et ensuite pour toute forme de cinéma. Voilà. Le damier est là. Donc parfois il y a sur certains supports, il y a un damier rouge et noir qui se pose dessus, puis on ne sait pas du tout pourquoi. Si vous cliquez là-dessus, il disparaît, il revient. Donc Sarah Jeanne vous présentait la vitrine qu'elle avait prise en charge avec 2 autres collaboratrices, mais elle avait un livre sur lequel elle voulait travailler en particulier. Oui. Donc, comme on vient de le dire, on partageait en enfant à 3 la vitrine. Mes 2 collègues ont travaillé sur la Dame ovale que vous voyez juste ici, et j'ai travaillé sur La Maison de la peur, qui est vraiment un très petit livre. C'est pourquoi j'ai travaillé seule. Donc, si c'est dur de travailler seule, surtout dans le contexte, on a travaillé beaucoup en collaboration par rapport à l'exposition, justement. Je peux commencer par quelques conseils pour les vitrines, parce que vous aurez à élaborer les vitrines pour les dispositions et tout ça. Ce qui est très important, à mon sens, c'est de ne pas surcharger. On a tendance à vouloir montrer tout, on a tendance à vouloir ajouter des objets, on a tendance à vouloir tout dire, tout montrer, ce qui peut souvent être une erreur parce que les spectateurs ne vont pas prendre le temps de voir tous les petits éléments de toutes les vitrines. Quand c'est trop surchargé, c'est un peu étouffant. Quand on va voir une exposition, on aime rarement ça être... que tout nous saute au visage, donc on finit par plus rien voir. Donc ce qui est important justement, c'est de ne pas trop surcharger, surtout de varier aussi. Donc dans notre cas, on avait 2 livres que vous voyez ici, donc La Dame ovale là et La Maison de la peur qui est au fond là-bas. Donc réalisé par les 2 collaborateurs pareils. Donc à l'origine c'est Leonora Carrington, une auteure d'origine britannique, et le même artiste Max Ernst, qui est l'artiste allemand spécialisé en collage. Donc on pouvait rassembler les 2 livres, c'était les mêmes collaborateurs. Oui. Donc oui, c'est ça. Je disais qu'on a montré les livres, évidemment. Là, étant donné que mon livre était assez petit, on a été capable de faire une reproduction à l'identique, disons, du livre, étant donné qu'on n'avait pas toujours accès aux originaux. Donc là, ce qui était montré, on avait l'original, mais aussi une copie qu'on avait sorti de la vitrine pour que les gens puissent manipuler le livre. Ce qu'on ne pouvait pas faire avec les autres parce que c'est des livres trop fragiles, trop uniques, trop chers pour les laisser là, parce qu'on ne faisait pas. L'exposition était là pendant un mois à peu près. Oui, peut-être un peu plus. Oui. Donc on ne pouvait pas toujours aller vérifier que rien bougeait. Donc on ne pouvait pas laisser sortir les livres, évidemment. Puis on avait décidé, justement avec mes collègues, de mettre un DVD de Carrington que vous pouvez voir dans le fond de la vitrine. On a trouvé une lettre de l'éditeur à Carrington, il me semble. Exactement. Puis des photographies. Donc, on a essayé justement d'aller chercher plein d'éléments qui évoquent Carrington et Max Ernst, donc leurs 2 œuvres, sans justement surcharger la vitrine pour que les gens puissent vraiment comprendre ce qu'on voulait montrer. Là aussi, à côté, on ne la voit pas, on n'a pas de photographie. Toutefois, on voyait sur cette photo-là, dans le fond, on a eu une idée. J'avais une de mes collègues qui était bonne en art plastique. Et étant donné que dans mon livre, il y avait seulement 3 images, on a décidé de, encore une fois, varier les supports visuels. Puis on a imprimé les images sur des papiers transparents.
Puis on a fait des petits boîtiers illuminés. Donc vous pouvez voir dans le fond, là, on avait tout recouvert de carton noir. Puis on avait allumé les petits boîtiers. Donc là, chacun avait la chance de voir les images qui se trouvent dans les livres, mais illuminées avec du papier transparent, ce qui était assez original. En tout cas, on avait eu des bons commentaires. Est-ce que pour la vitrine, est-ce que tu... Non, mais le synopsis qu'on voyait tout à l'heure aussi, donc ça faisait partie de votre charge de travail aussi. Ce qui était relié au premier exposé dont André a parlé tout à l'heure, donc on mettait à côté de chacune des vitrines des synopsis des œuvres parce que l'intérêt principal de l'exposition était que tous les spectateurs connaissaient rien des livres qu'on exposait. Ça, c'était un bon point de départ. Personne ne connaissait rien à ce qu'on allait exposer. Hein. Donc, un critère d'homogénéité. Oui, tout à fait. Puis ça nous offrait la liberté aussi de mettre tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on voulait. On en reparlera tout à l'heure justement avec la carte du monde dans le fond de l'expo. Mais oui, donc pour informer les gens, on mettait sur une page un synopsis de chacune des œuvres ou un peu comme on faisait dans l'exposé du séminaire, on parlait des collaborateurs, on parlait de la matérialité du livre, étant donné que les gens ne pouvaient pas manipuler. Puis on parlait du lien aussi entre l'œuvre et le surréalisme, donc qu'est-ce qui faisait que tous ces livres-là étaient des livres surréalistes, ce qui était le dénominateur commun de tous les objets qu'on avait exposés. Quel est le rapport au surréalisme? Comment ça se manifeste dans un objet donné concret? Comme le support du collage, c'est une des grandes spécialités du dadaïsme, mais que Max Ernst a vraiment porté à son point de culmination durant toutes ces années surréalistes. Qui a porté seul beaucoup, mais qui a porté en couple aussi. Puis c'est ça ce qui nous intéressait aussi, c'est que c'est des œuvres qui sont réalisées pour la grande majorité, sauf pour Frida Kahlo, à 80. Donc il y a un artiste visuel et une auteure. Vous n'avez pas pris que des livres francophones? Oui. Oui. Ce ne sont que des livres en français? Oui. Frida Kahlo aussi? Non, toi tu as raison, c'est le journal de Frida Kahlo, tu as raison, on l'a exposé on a exposé l'original en espagnol, mais il existe avec une traduction en français proposée, donc tu as raison. Bon. C'est le seul livre non francophone qui fait partie de mon corpus. Tout à fait. On n'avait pas que des artistes et auteurs français et francophones. Non, ça pas du tout. Ça fait partie aussi de l'importance de l'exposition, c'est qu'on voit que les artistes et les auteurs venaient de partout. Peut-être sur la carte du monde, justement, dans l'exposition, c'est toujours évident. Si tu prends la flèche à droite, tu circules dans l'exposition, on la verra à un moment donné. Donc ça, c'est notre affiche. On a choisi cette image, vous comprenez très bien, parce que c'est ces deux figures hybrides avec la tête d'oiseau, avec une queue de poisson qui descend, imbrication à plusieurs niveaux du corps, donc les deux becs qui sont imbriqués au niveau de la poitrine. Donc c'est une image qui nous paraissait assez emblématique par rapport à cette idée de travailler à deux et de faire œuvre à deux, pas forcément pour fusionner, mais pour se rapprocher. Pour se nourrir aussi. Oui, pour se nourrir intellectuellement et artistiquement. Donc, voici cette carte du monde. Donc, mon rôle, c'était parfois d'initier, de lancer des idées. Donc, moi, j'avais plein d'idées. Donc, ça, c'est toujours plus facile, évidemment, pour le professeur d'avoir plein d'idées. Donc, moi, j'avais plein d'idées. J'aurais pu monter cette exposition toute seule ou avec un ou deux collaborateurs. Mais j'avais envie de laisser venir les étudiantes d'abord. Donc, à un moment donné, j'ai juste suggéré l'idée d'une carte du monde. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Parce que la plupart des auteurs, parfois les artistes visuels aussi, venaient d'un ailleurs. Ou quand ils étaient français, ils s'exilaient ensuite vers un ailleurs. Donc cette carte du monde-là montre les lieux de naissance, donc les lieux d'origine, donc avec une punaise, et un fil était tendu, la plupart du temps, vers Paris, ou de leur lieu d'origine d'Europe. Donc l'Europe, vous voyez toujours, c'est tout petit, malheureusement, sur toutes les terres du monde, parce qu'en réalité, c'est tout petit. Et donc d'autres fils descendent vers l'Amérique du Sud, notamment vers le Mexique, parce que les artistes comme Leonard Carrington, comme Marie Medios Varo ou Cathy Horna se sont exilés au Mexique, où ils ont rencontré Frida Kahlo, justement, ils ont
travaillé ensemble, mais jamais produit de livres ensemble en exil. Très malheureusement, parce que j'aurais bien aimé qu'il y ait des livres aussi au-delà de l'exil. Donc sur cette carte du monde, les constellations des créatrices surréalistes, un peu comme une constellation stellaire, et sont accrochés sur cette carte du monde donc des portraits d'auteurs et d'artistes que chaque groupe avait aussi comme tâche de réaliser, comme un texte. Parce que comme les livres, les spectateurs de l'exposition n'allaient pas connaître les auteurs ou les artistes, donc on trouvait important de faire un travail un peu plus biographique. Puis justement, c'était intéressant sur la carte parce qu'on pouvait voir à quel point les artistes bougeaient, mais fusionnaient quand même tous à un moment ou à un autre à Paris. Puis de là, ça repartait un peu dans tous les sens. Voilà, vous les reconnaissez probablement pas, mais vous avez Léonard Fini, tu peux toutes les pointer. Fini ici, à droite, Alice de Harme, en haut, Valentine Penrose, voilà, celle-ci, Leonard Carrington, que vous reconnaissez peut-être maintenant, que vous avez vu l'image avec Max Ernst tout à l'heure. Donc ça aussi, c'était un autre point visuel qui devait donner envie aux visiteurs de l'exposition d'ouvrir, parce que ça c'était vraiment manipulable. Donc c'était fabriqué par les étudiants avec un petit cours de couture. Donc c'était assemblé à l'intérieur, donc avec le parcours biographique des deux artistes ou de la seule artiste, parce que Fini, c'est le deuxième exemple d'une collaboration avec elle-même. Donc il y a des artistes qui se transforment en auteurs ou les auteurs qui se transforment en artistes et qui font toute seule un livre. Donc c'est le cas du livre de Léonard Fini, c'est le titre de l'ouvrage, et c'est aussi le cas de Valentine Penrose pour Don des féminines et le journal de Frida Kahlo. Finalement, donc trois exemples d'auteurs qui étaient également des artistes ou des artistes qui étaient également des auteurs. Donc la collaboration se pose autrement. Donc on imagine que c'est plus facile de collaborer avec soi-même qu'avec quelqu'un d'autre. Mais ça, rarement, pour ne pas dire jamais, la collaboration n'a été thématisée dans les préfaces ou ailleurs. C'est très dommage à lire aussi parce que j'ai jamais pu vraiment élaborer là-dessus en n'ayant pas de source primaire à ma disposition. Même pas dans des entretiens, des correspondances, etc. Il n'y a pas d'entretien. C'était très... En fait, les femmes surréalistes, pour les appeler ainsi, même si je n'aime pas pour ce terme générique-là, étaient en marge de la marge, parce que toutes les avant-gardes se constituent en marge du courant dominant. Donc, ni futurisme, ni dada, le surréalisme, c'était le centre des années de création. Donc, les avant-gardes se situent en marge et les créatrices surréalistes encore plus en marge, ce que Susan Rubin-Suleiman appelle la double marginalité des créatrices surréalistes. Voilà, donc un point d'attraction, point visuel. Peut-être que on peut commencer à interagir sur oui, les questions. Si vous avez des questions, allez-y tout de suite. Et on reviendra sur les choses. Tu pourras peut-être faire nous promener dans l'exposition pendant, il y a peut-être des idées qui surgissent. J'ai une question, je me plains. Est-ce que c'est un sujet qui, pour aller revenir au début, tu as expliqué comment le projet a démarré, mais pourquoi est-ce que tu as décidé de faire une expo? Parce que j'étais un peu fatiguée de faire des séminaires de façon traditionnelle. Et pourquoi cette idée-là? Cette idée-là, parce que je suis très attirée par l'exposition, parce que si mon parcours était à refaire, je ferais probablement histoire de l'art et je deviendrais commissaire d'exposition. J'avais déjà monté d'autres expositions à la bibliothèque sur l'invitation du bibliothécaire qui est en charge des livres rares chez nous justement. Donc j'avais monté une exposition au deuxième étage, donc là pas du tout dans l'atrium, là où tout le monde passe, c'est beaucoup plus en retrait, je pense qu'on a eu beaucoup moins de visiteurs. Une exposition sur le livre illustré, donc style 19e siècle, jusqu'au livre d'artiste qui est le type de support qui ressemble plus à une œuvre d'art, qui garde l'unicité. Vous connaissez les livres d'artistes de Marcel Brotars, sans doute, qui est un artiste belge. Je pense qu'il y a une expo tout bientôt là. Oui. On va voir, elle a déjà commencé.
Bon, sinon il y a Lydia Flem qui fait aussi quelque chose qui ressemble, donc c'est une psychanalyste, photographe belge, qui est venue d'ailleurs un mardi à ma conférence à l'Académie Royale. Donc c'est un parcours historique que j'avais élaboré, très traditionnel, très conventionnel. J'avais pas encore beaucoup d'idées, donc j'avais fait une sélection de livres. Donc je pense que c'était vraiment pour changer radicalement de ce qu'on fait généralement à l'université, parce que j'avais surtout envie de donner à voir cet objet d'étude que sont ces livres surréalistes. Au-delà des PowerPoint. Pardon ? Au-delà des PowerPoint. Au-delà des PowerPoint, au-delà des conférences. Au-delà des participants au séminaire aussi, parce Oui. qu'on avait le sujet parfait pour donner de la visibilité, parce que personne ne connaissait, dont les participants du séminaire au début aussi. Tout le monde a commencé en connaissant un peu les artistes, connaissant un peu les livres. Puis c'est le moyen qui a pu, je crois, donner le plus de visibilité, parce que même si on avait fait un colloque ou une journée d'études, encore là, le public aurait été assez restreint, tandis que là, on est vraiment allé imposer à tout le monde, les étudiants de plein de facultés, ces livres-là et ces auteurs-là. Tu voyais quel atout, je dirais, il y a ton envie personnelle, mais l'atout pour les étudiants, qu'est-ce qu'il y avait de spécifique et d'intéressant par rapport à une formule plus conventionnelle? Voilà, je vais peut-être demander à Sarah-Jeanne de répondre d'abord, et puis après je renchaînerai là-dessus. Ça permet ça fait changement déjà en partant, et ça donne ça nous permet de penser autrement l'objet d'étude, ça permet de décloisonner un peu, parce que dans les séminaires, habituellement, où on a à remettre un travail final, on reste beaucoup cloîtré dans notre objet d'étude, dans notre livre. On sort pas, on ne va pas voir les livres des autres, on ne va pas voir les travaux des autres, tandis que là, ça nous permettait justement de créer une espèce à nous, là, dans notre séminaire, une espèce de communauté qui faisait qu'on partageait, puis qu'on apprenait presque autant sur notre livre que sur le livre des autres. Puis ça nous permettait justement de travailler à 16 personnes. Il faut que tout le monde soit vraiment soit vraiment impliqué dans le projet, parce que il y a plein de petits détails à penser. Puis si personne veut vraiment, mais ça avance pas. Puis non, dans le cas, ça s'est super bien passé. Donc c'est vraiment une expérience qui fait changement, qui permet de sortir de notre petit exposé qu'on est habitué de faire à chaque fin de séminaire. Bon, très bien. Donc là, je peux donner mon point de vue. Alors, je ne sais pas du tout comment ça se passe chez vous, mais chez nous, les étudiants qui sont à la maîtrise, plus à la maîtrise qu'au doctorat, traditionnellement se destinent à l'enseignement. L'enseignement du français, la littérature au collégial. Donc, c'est une particularité québécoise, ce qu'on appelle le cégep. C'est une formation de 2 ans qui est intercalée entre la fin de l'école secondaire et le début de l'université. Donc ça fonctionnait pendant assez longtemps, mais depuis une dizaine d'années, les cégeps n'embauchent que très peu, donc il y a quasiment plus de débouchés pour nos étudiants. Ils viennent encore assez nombreux étudier les littératures de langue française. Mon département enseigne aussi la francophonie, donc et aussi la littérature québécoise, pas uniquement la littérature française. Donc je me suis dit, on ne peut pas juste les former pour les former, il faut aussi leur montrer qu'il existe d'autres horizons, qu'il existe éventuellement d'autres possibilités de travailler avec la nécessité de se former plus concrètement, plus professionnellement. Donc j'ai fait de ces 16 étudiants de futurs commissaires d'exposition. D'ailleurs moi-même je m'improvise commissaire d'exposition. Je n'ai pas de formation, j'ai beau avoir suivi moi-même des cours en histoire de l'art quand j'étais étudiante, mais c'était il y a très longtemps. Je m'intéresse à l'art, je travaille beaucoup sur la photographie, donc mon intérêt premier ou individuel va forcément au-delà de la littérature, mais je ne veux pas imposer ça aux autres. Donc j'ai essayé de leur donner de nouvelles perspectives, je crois. Je voulais leur donner envie de travailler à 2, à 3, à plusieurs, parce que je crois beaucoup à la communauté, à la collégialité, à l'échange, et ça ne se pratique pas du tout. Là, à nouveau, je ne sais pas du tout comment ça se passe chez vous, mais nos étudiants, ils arrivent la plupart du temps dans les salles de cours, ils sont seuls, ils aiment lire seuls. Dans les séminaires, c'est un petit peu différent, mais j'ai déjà eu des groupes d'étudiants, dans le séminaire de maîtrise doctorat aussi, où chacun restait pour soi, etc. Alors, ce n'était pas du tout le cas ici. Il y avait une excellente ambiance, mais ça peut être unique aussi parce que je n'ai pas récidivé. Donc,
j'ai pas refait cette même expérience. Je pense qu'il faut avoir le groupe idéal avec le faire, et c'est pour ça que j'ai dit aussi au départ, je leur ai pas dit durant la première séance, bon, mon idée c'est de faire une exposé avec vous, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Je les ai observés, ils parlent comme ils devaient parler très vite. C'est après la présentation du synopsis à deux que je me suis dit, il y a suffisamment de cerveau éclairé, suffisamment de stimulation, donc je vais leur proposer, proposition sur table, est-ce que ça vous intéresse? Il faut que tout le monde soit d'accord, donc on ne va pas faire moitié-moitié, c'était pas possible de faire moitié-moitié. Et même si quelques-unes étaient quand même un peu plus timides que d'autres, je pense qu'à la toute fin, le jour du vernissage, je peux vous dire, on a tiré une bonne cinquantaine de personnes dans cet atrium, dans cette agora-là. On nous a d'ailleurs grondé. On s'est pas fait des amis. On a fait beaucoup de bruit. C'était la fin de la session, donc début de la préparation des examens, des travaux remettre. Donc à tous les étages, les étudiants travaillaient pendant que nous, on faisait notre discours, des lectures. Il y avait une lecture performance qu'on allait organiser. Donc chaque étudiante avait sélectionné un extrait du livre et donc c'était lu à tour de rôle. Donc ça faisait entendre les livres comme une petite contribution à ce vernissage. Puis les gens ne venaient pas uniquement de l'université, mais vraiment de l'extérieur. Aussi, il y a une journaliste qui est venue, qui a fait un long article dans un des deux grands quotidiens québécois. Donc c'est très rare que ça arrive aussi. Enfin, pour moi, c'est probablement une des plus belles expériences que j'aurais vécues avec des étudiants à l'université depuis 19 ans que je suis engagée là-bas. Oui, en réaction, je trouve que c'est très intéressant comment vous avez su stimuler l'interaction à la fois avec les étudiants, entre eux, mais aussi avec le public. Car voilà, la lecture, c'est l'acte personnel, individuel par excellence, et vous en avez fait quelque chose de collectif, donc c'est très très beau. C'est très inspiré par les avant-gardes. Les avant-gardes se constituaient en communauté contre les autres. Donc nous, on n'était pas contre les autres, on voulait que les autres viennent, mais c'est cette idée de communauté à laquelle je tiens beaucoup. Et pour moi, l'université, de manière générale, c'est une communauté. Et si ça ne fonctionne pas, à mon avis, on a un petit problème d'infrastructure et de collégialité à l'intérieur. Et aussi, pour favoriser le lien avec le public, je leur ai demandé beaucoup à ces étudiantes-là, on avait organisé des visites guidées. Donc une fois que l'exposition était lancée, après le vernissage, donc je leur ai dit, ça vous intéresse, voulez-vous prendre en charge une visite guidée pour le public qui devait s'inscrire? Donc on avait 3 ou 4 ou 5, quelques dates. Donc on avait laissé un agenda, là, puis les gens s'inscrivaient pour les visites guidées, puis chaque étudiante, ou en équipe de 2, en équipe de 2, on était responsable justement de venir faire la visite à tel moment avec tel groupe. C'était une très belle expérience aussi. Et comment ça se passait ces visites? Quelles étaient les réactions des gens, les questions qu'ils posaient? Qu'est-ce qui leur parlait le plus ou les frappait le plus? Ce qui les frappait le plus, c'était à quel point ils ne connaissaient rien. Ça, c'est la réaction instinctive, c'est tout ça, puis je connais rien. Puis là, on passait de vitrine en vitrine, on parlait de la carte du monde, donc on essayait de s'improviser spécialiste de chacune des œuvres, ce qui était quand même complexe parce qu'il y en avait plusieurs qu'on ne connaissait pas tout. Mais les gens étaient impressionnés. Ils n'étaient pas habitués non plus de voir des expos comme ça dans le cadre de l'université. C'était pas si sage que ça. C'était assez frivole aussi, donc c'est des bonnes réponses. La série vidéo aussi, les divans, tout ça, donc il y avait un certain confort. Donc les gens étaient impressionnés. Mais c'est vraiment le fait d'apprendre. Ils apprenaient vraiment beaucoup. Puis ils trouvaient les livres vraiment beaux, parce que on n'en a pas beaucoup parlé, mais les livres surréalistes, il y a des images et des textes, mais c'est pas pour rien que ça n'a jamais été réédité non plus, c'est des livres très très bien faits. Des fois, c'est des gros livres, on n'avait pas
on avait Poison en péril dans l'exposition, mais un livre qui est gros comme ça. Donc, c'est vraiment des objets. Le mien était minuscule, c'est vraiment des objets curieux en tant qu'objet. Puis ça, les gens étaient très intéressés par ça aussi. Puis le fait que ça soit des images ou des textes qui n'étaient pas... c'est ça, c'est pas des livres illustrés, c'est des livres où il peut y avoir des liens entre les textes et les images, mais c'est pas des liens évidents. C'est vraiment un travail de lecture, de spectature aussi. Il faut vraiment porter attention. Puis ça donne un bon exercice aussi pour les visiteurs. Donc, je pense que la plupart des gens venaient ou s'inscrivaient à ces visites guidées pour en savoir plus. Vraiment, c'est la curiosité qui les amenait. C'était sur le site de la bibliothèque aussi, donc on pouvait s'inscrire là. Étonné que ça puisse exister, qu'on puisse avoir ce projet d'exposition de livres avec d'autres supports, avec des objets. Donc on a beaucoup travaillé sur les objets. Alors c'est un autre rappel de l'esthétique surréaliste. Donc par exemple dans la vitrine où on avait mis le livre de l'air infini, qui est un grand livre que j'avais déjà présenté, je pense, ici dans cette salle, dans une des salles d'ici en tout cas aussi. Qui ressemble à un catalogue d'exposition, qui est un peu le tombeau de Léonard Fini aussi, qui explique au début que l'agencement des images, qui sont ses propres peintures, ses dessins, avec ses textes, ça se fait comme dans un jeu, comme lorsqu'on lance le dé. Donc c'est le hasard qui amène une image et on lance encore le dé, et c'est ce même hasard qui amène une autre image, et l'assemblage du texte-image se fait de cette manière-là. Donc des livres inconnus, des livres non accessibles, et ce qu'on disait toujours dans les visites aussi, c'est que tous les livres étaient entreposés au 4e étage à la bibliothèque des livres rares et des collections spéciales. Donc, vous ne pouvez pas les qui ne sont pas en libre accès. Qui ne sont pas libre accès, mais on peut prendre rendez-vous, on réserve un livre, et à ce moment-là, on pouvait feuilleter, lire, regarder le livre. Tu sais si certains visiteurs l'ont fait? Non, ça je ne peux pas te dire. Malheureusement. Je pense qu'ils n'encourageaient pas non plus à ce moment-là, parce qu'il y a eu des rénovations. C'était un peu avant, mais je pense qu'ils faisaient exprès pour ne pas faire venir les gens aussi. Mais de manière générale, je pense que les gens se rendent rarement à la bibliothèque des livres rares. Même les étudiants, tu n'y étais pas avant de travailler dans le cadre de ta maîtrise sur le livre rare. Il faut déjà que ça soit notre objet d'étude pour qu'on soit obligé d'y aller, parce que visiblement l'élan premier des étudiants, c'est pas d'aller dans ces lieux-là qui ont toujours l'air un peu fermés. C'est assez mystérieux. C'est derrière une vitre. On a l'impression qu'on n'a pas le droit d'y aller aussi. Souvent que c'est pour les chercheurs puis ceux qui... J'ai une question d'ordre vraiment très très pratique, parce que nous on y sera confrontés de toute façon. J'imagine que vous l'avez été aussi, parce que à mon avis les autrices sur lesquelles vous avez travaillé sont tout de même largement plus connues que la plupart de ceux sur lesquels nous on va travailler. C'est la question des droits et des autorisations. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez traité d'une façon particulière? Il n'y a pas de catalogue, si je me souviens bien. Non. Mais il y a quand même l'expo en ligne, donc comment ça s'est organisé? C'est le même principe que sur le site, donc sur lequel on peut peut-être aller pour terminer. C'est le principe du fair use. Comme il y a donc jamais l'intégralité du livre qui est exposée, si on descend ici, donc on peut ouvrir, regardez, puisque je vous ai parlé du livre Le Léonard Fini, ce très grand exemple-là. Donc chacun de ces livres surréalistes fait l'objet d'une analyse, parfois sur plusieurs pages, parfois sur 3-4 pages, plus souvent sur plusieurs pages, et donc avec des petites illustrations Dans le plus haut. Donc vous voyez ici des images isolées, comme si on écrit un article et on ajoute une illustration. Et à la toute fin de chaque présentation du livre, il y a un carrousel où j'extrais un certain nombre de pages, donc un nombre de pages limité, ce qui me permet de rester justement à l'intérieur de ce fair use-là. Et si jamais on s'est dit avec mon webmaster
Si jamais il y a une plainte, parce que j'ai demandé aucune autorisation pour ce site-là, ben on retire, tout simplement en s'excusant et en disant que on ne savait pas trop et on fait un peu les innocents, parce que a priori c'est quand même une belle vitrine, c'est une promotion qu'on fait. Mais en même temps c'est public, hein, c'est accès libre, donc on peut se faire rattraper à tout moment. Ouais. Ça fait 3 ans que le site existe, il grossit, il reste 3-4 livres que je dois faire à la fin de mon projet encore. Le site a été réalisé d'ailleurs en collaboration avec plusieurs étudiants et étudiantes, donc parfois j'ai coécrit, parfois ce sont juste les étudiants qui ont écrit des analyses de ces livres-là. Ouais, une autre question encore que je me pose, c'est si ça a été un aussi grand succès, d'après les témoignages que j'ai vus et de ce que tu viens de nous dire, est-ce qu'il n'y a pas eu une frustration de la part des étudiants qui sont venus après, qui ont participé au séminaire et qui n'ont pas été en mesure de faire la même chose? Je pense que la frustration a beaucoup été pour les groupes d'avant aussi. Il y a des étudiants qui ont suivi le séminaire avant qui se sont dit on aurait aimé ça, nous aussi, faire ça. Puis pour les groupes d'après, j'ai pas eu de témoignage. On a fait un petit vin d'honneur après le vernissage pour trinquer à cette exposition. Puis les étudiants qui devaient venir ensuite dans mon séminaire l'année d'après suivaient peut-être un autre cours avec moi en 2e ou en 3e année de bac. Ils disaient est-ce que nous aussi l'année prochaine on va faire une exposition? Puis ma réponse a été très catégorique tout de suite non. On ne peut pas répéter sur le même sujet. Refaire l'expérience d'une exposition, mais je leur disais quand même, on verra, il y a peut-être d'autres possibilités d'imaginer un projet collectif. Et j'ai eu à nouveau un très bon groupe l'année d'après, donc en janvier dernier, janvier 2019. Et j'avais fait la même chose, je les ai regardés, j'ai fait un premier travail de présentation orale. Et j'ai dit, on peut commencer à penser un projet collectif à nouveau, mais il y a eu une grève étudiante qui a été déclenchée entre-temps, et donc ça a fait partir cette idée-là, parce qu'il fallait déjà qu'on rattrape des séances, et donc on n'avait pas le temps tout simplement Mais on avait pensé avec un groupe d'étudiants déjà une lecture publique, d'extraits de ces œuvres-là, de se promener à l'intérieur de l'université avec ces livres, de faire une sorte de performance de lecture. Dans la bibliothèque, pour encore vous faire... Non, pas dans la bibliothèque, vraiment on devait, une étudiante dit on va partir d'une station de métro, et là il y avait un couloir qui menait vers un bâtiment, donc on va se promener comme ça, puis on verra comment les gens réagissent. Mais on n'a pas eu l'occasion de le faire. Il y a eu 2-3 autres idées, donc je pense que ce groupe-là était assez motivé, mais il était hors de question pour moi de faire à nouveau une exposition même si on aurait pu travailler sur d'autres œuvres, parce qu'on a exposé une partie seulement du corpus du livre surréaliste fait par des femmes et des artistes visuels. À mon avis, on ne peut pas faire quelque chose de similaire. Toi, tu ne travaillerais dans un contexte comme celui-là, à réaliser une exposition, que sur un corpus sur lequel tu as déjà travaillé, que tu maîtrises déjà relativement bien? Je pense que oui. Je pense que j'ai besoin de savoir avant de me lancer dans un nouveau projet. Donc je crois que j'aurai beaucoup de difficultés à proposer une exposition sur un objet d'étude que je ne connais pas encore assez bien. Donc c'est très courageux ce que tu fais, mais tu as beaucoup plus d'expérience dans le domaine de l'exposition, donc tu as cette longueur d'avance, tu vois que je n'avais pas forcément. Donc moi il fallait que je connaisse mon terrain. J'ai toujours besoin de connaître mon terrain. Et il y avait un séminaire de 13 semaines, c'est-à-dire 13 semaines d'affilée sur le même semestre ou quadrimestre, je sais pas Tout à fait, trimestre. Ok. Oui. Enfin, moi, début janvier. Donc, ça veut dire que 13 semaines entre le moment où vous avez lancé le projet, sachant qu'il y a 2 semaines qui sont tombées à l'eau puisque tu as pris le temps d'évaluer le groupe, et le moment où les livres sont exposés. Il y a eu beaucoup de travail qui s'est fait, puis c'était important que tout le monde participe. On était 17
tête à penser à plein d'idées. Donc, ça a avancé très rapidement. Puis, une fois qu'on a convenu qu'on allait faire l'exposition, tout de suite, on a commencé à se rencontrer un peu avant, un peu après les séances comme telles. Mais oui, ça a été... Il y a eu 2 séances supplémentaires qu'on a ajoutées pour discuter de choses très, très concrètes, justement. Quelle police il faut avoir une ligne esthétique. Pour les Pour les caractères, synopsis, pour les cartels, parce que chaque vitrine est accompagnée de cartels. Juste aussi l'écriture des cartels, l'impression C'est mon rôle. dégroupée. Coller. Ça, Que c'est tout le monde mette la même virgule à la même place. Il faut mettre la main à la pâte. Il faut vouloir. Du pratico-pratique. Et ça, c'est un apprentissage simple, mais il faut le faire. Il faut juste être disponible aussi. Tu as eu l'impression, ça c'est à elle que je pose la question, tu as eu l'impression de plus travailler qu'un séminaire normal, moins ou différemment de toute façon? J'ai l'impression de mieux travailler, on dirait. Justement parce qu'on n'avait pas le choix de communiquer, on n'avait pas le choix de s'organiser, on n'avait pas le choix d'avancer. Je veux dire, on n'avait pas le choix, vous étiez obligé de le faire. Ben, il fallait le faire pour arriver. On avait une date, on avait la date du vernissage. Il y a une date butoir. Il faut que nos petits cartels soient imprimés, collés sur le papier plus épais pour ce soir-là. Donc, on n'a pas le choix d'avoir un but concret. Mais cette contrainte-là, tu l'as pas vue comme quelque chose de traumatisant ou de... Absolument, non, parce que... Ça te plaît bien ça, hein? Je vois bien le fond de ta question. D'accord, on est une bonne équipe, puis tout le monde travaille, c'est un plaisir. J'ai fait cartel par cartel, puis j'ai pas eu d'émotion négative. Donc, tout dépend de comment chacun travaille, puis aussi le fait que ça soit un événement public. Mais là, ça donne une pression supplémentaire. C'est pas seulement... déjà, un exposé, ça peut être... Il faut travailler, mais ça reste pas dans les murs du groupe de séminaire. Il faut performer, il faut que ça marque, ça vienne chercher le regard des gens. Donc ça, c'est sûr que ça a été une stimulation supplémentaire j'aurais jamais connue, ou j'ai jamais connue dans les autres séminaires où il faut faire un travail, remettre un travail, faire un exposé, et c'est tout. Oui, puis le fait de travailler à beaucoup, à chaque semaine, on avait chacun nos choses à faire, puis quelqu'un avait de la difficulté, une autre fille arrivait, puis l'aidait, donc c'était vraiment quelque chose de super organisé, puis on voyait semaine après semaine à la vitesse à laquelle on avançait. Ça, c'était assez satisfaisant aussi. On a vu ça partir de zéro jusqu'au résultat, jusqu'au vernissage à la fin, puis c'était... Le vernissage a eu lieu vraiment à la fin des 13 semaines, pas un petit peu après. Je suis très impressionné. À partir de là, c'était le premier soir. Après ça, l'expo est resté un mois. Puis c'est dans ce mois-là qu'on a vu les effets des Et le moment, je pense, le plus heureux, c'est quand on a commencé à monter les vitrines. Partir de zéro, c'est vraiment ground zero. On avait juste reçu les vitrines vides, qu'on a dépoussiérées, qu'on a nettoyées. Vraiment, ce que je vous dis là, mettre la main à la pâte, c'est vraiment ça. On a nettoyé les vitrines avec du produit et du sopalin. Et la grande question, c'est, bon, maintenant on ouvre, qu'est-ce qu'on place là-dedans? Donc, tout le monde avait le livre, avait des objets, et les vitrines ont grandi. Puis on se promenait de vitrine en vitrine parce que le petit ciseau qui est là, il a été réfléchi pour être là. C'est pas un oubli. C'est pas un oubli. Je me suis occupé mon cartel et je l'ai laissé là, ça a donné qu'il était Il y a des chirurgiens qui oublient des bisous. Oui, j'aurais dû oublier le ciseau dans la vitrine, mais non, c'est voulu. Puis c'est vraiment oui, de s'occuper de notre vitrine, mais il faut que chaque vitrine fonctionne ensemble aussi. C'est pas des îlots séparés, même si on traite d'objets séparés puis d'objets distincts, il faut que ça soit cohérent. Puis bon, où on met le premier cartel, puis là c'est une composition en fait, qui doit avoir son unité. Ça se construit, puis on change. C'est un casse-tête. Dans le fond, on commence par mettre quelque chose, puis là on remet ça, puis là ça bouge tout parce que là, on met la vitrine, puis là il met un coup de vent, là, puis là, finalement ça donne quelque chose avec lequel on est satisfait, mais c'est vraiment un jeu une forme. On savait pas trop quoi faire. Le lendemain, on est revenu, on s'est changé les idées, on est revenu, puis là ça fonctionnait. Donc c'est vraiment quelque chose qui se construit, qui se fait pas tout seul, qui se fait pas rapidement, mais qui est tellement satisfaisant quand c'est fait.
Il faut dire qu'on avait l'aide aussi de la bibliothécaire, Catherine Bernier, que je vais remercier dans l'absence, mais puisque nous sommes filés, elle va peut-être entendre les remerciements. C'est une bibliothécaire formidable, elle est toujours là pour chaque projet. Donc elle se promenait aussi de vitrine en vitrine pour donner des conseils. Et il y avait une doctorante qui avait monté une exposition sur le mélodrame, mais une exposition vraiment beaucoup plus simple. Elle était toute seule à monter une exposition et elle disait à tous les étudiants, je crois, à quel point elles avaient de la chance d'être plusieurs pour penser ensemble cette exposition. Donc elle était là aussi. Moi, souvent les étudiants m'appelaient, est-ce que vous pourriez venir, on a besoin de votre conseil. Donc c'était vraiment dans la grande circulation des idées que cette exposition a été pensée et montée de zéro à quelque chose qui avait de l'allure, on va dire. Peut-être pourrait être peut-être ma dernière question, mais elle a très plutôt au début. C'est une question vraiment d'ordre pratique des séquences en fait de travail. Mais peut-être que la réponse est simple. C'est peut-être que tu as commencé par là pour un peu jauger les étudiants. Pourquoi avoir commencé directement en mettant les objets entre les mains et en leur sollicitant une analyse plutôt que de les faire lire d'abord sur le sujet? Je pose la question de façon délibérée et très transparente, c'est parce que je fais exactement l'inverse. Mais parce que moi, ça c'est ma pédagogie un peu aussi. Moi j'aime bien confronter les étudiants, pas de façon brutale, mais j'aime bien les plonger in medias res pour qu'ils sachent de quoi il s'agit. Comme ce sont des œuvres complètement inconnues, personne n'avait jamais entendu parler de ces œuvres-là. Donc c'est le séminaire le plus énigmatique que je donne. Je ne le reprends plus. Donc en janvier, j'ai changé de problématique. Ça va être sur le corps et l'écriture dans la littérature contemporaine. Donc plus rien à voir, pas d'exposition. Donc je voulais savoir dès le départ, pour le premier groupe d'ailleurs déjà aussi, si ces étudiants avaient quelque chose à dire sur ces œuvres-là. Parce que s'il n'y avait rien à dire dans le cas d'un exposé de 10 minutes, je me dis, mais là, il va falloir que je commence à travailler vraiment de A pour monter à B, à C, D, etc. Mais donc, ça, c'est dans tous les groupes. Ces premiers exposés m'ont toujours ébloui. J'étais absolument excitée de les voir sortir en une semaine. Ils avaient le temps, d'une semaine à l'autre, ils devaient monter un exposé de 10 minutes à 2 et présenter une œuvre dont ils n'avaient jamais entendu parler. La plupart du temps, les étudiants ne sont pas rompus à l'exercice d'analyse de l'image, mais je vous dis vraiment, j'étais la première impressionnée. Donc à partir de ce moment-là, ça marche, ça fonctionne, on y va. D'accord, mais tu t'étais dit avant le séminaire, s'ils sont assez costauds, on ira vers l'exposition. Oui. Pour les étudiants aussi, c'est utile parce qu'on sait assez rapidement si on veut être capable ou si on veut. Parce qu'étant donné qu'on ne connaît pas nécessairement le sujet, le fait de se faire plonger directement comme ça dedans, d'avoir à faire un exposé déjà, ça nous dit, bon, mais ça ne fonctionnera pas, moi je ne pourrais pas, ou dans le cas contraire, ce qui arrive le plus souvent, c'est qu'on se rend compte qu'on aime ça et que c'est intéressant. C'est un peu un test aussi, parce que dans le système nord-américain, il y a la période de magasinage, c'est-à-dire pendant 2 semaines, les étudiants, c'est pareil, à nouveau on peut abandonner. Et donc moi j'aime bien savoir qui a envie de travailler et qui a juste envie de combler le 5e séminaire sans trop s'impliquer, parce que dans la plupart des séminaires c'est un exposé oral, un travail écrit à faire. Donc c'est pas une charge de travail énorme, donc on assiste. La plupart des étudiants souhaiteraient que le ou la prof parle pendant 3 heures. Moi, je parle au début. Il y a quelques séances communes où je présente la matière, les avant-gardes, les unes après les autres, les femmes dans les avant-gardes, le livre surréaliste, et puis ensuite on se met au travail. Donc les étudiants par petits groupes ou par duo. Donc oui, je fais vraiment, tout ça c'est vraiment très réfléchi, puis je fais exprès de dire, bon, vous êtes dans ce séminaire-là, je vous dis qu'il y a ça à faire, ça vous intéresse, la matière vous intéresse, si c'est pas ça, suivez un séminaire sur la littérature française du 19e siècle, qui va être très classique, ou littérature française du 18e siècle, littérature médiévale, nous avons tout cela aussi. Donc c'est un séminaire tout à fait particulier, conçu de façon particulière,
faut le vouloir, je pense. Mais pour moi, ça me demandait beaucoup plus d'heures aussi que Le boulot, bien sûr, bien sûr. Je devais relire tous les textes, réécrire des textes ailleurs aussi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à votre côté? Oui, à cet article du journaliste, c'est la seule attention de la part de la presse que vous avez eue? Très, très bonne question. Est-ce que tu peux aller dans l'exposition à la fin, on a donc il y a le journal, un des journaux de Dans le site. non sur Matrix se situe. Je pense que c'est au début quand il faut ressortir complètement. Donc tu verras après. Il y a le journal un des journaux de l'université. Le journaliste m'a demandé un entretien, une visite privée, donc il y avait ça aussi. Il y a des gens qui me demandaient parfois des visites privées à travers l'exposition. On a eu un compte-rendu sur le site Littérature Mode d'Emploi, parce qu'il y a cette spécialisation justement de la littérature exposée. Donc voilà, donc ça c'est l'article dans Le Devoir. Le Devoir, c'est l'équivalent du Standard à Montréal. C'est un vrai gros journal. Donc il y a vraiment la presse et Le Devoir, et c'est Le Devoir qui nous a sollicité. Tu retournes. C'est pour ça qu'on voulait. Okay. Non. Donc l'article paru dans Le Devoir, ensuite en dessous, l'article paru dans Forum, ça c'est le journal de l'université, avec donc un compte rendu dans Littérature Mode d'Emploi, animé par notre professeur. Et il y a également, donc un autre, ça c'est le journal étudiant, article paru dans Le Quartier Libre, donc les étudiants eux-mêmes ont voulu. Donc les deux étudiantes se sont fait interviewer. Il y a une photographe qui est venue qui a fait, je sais pas, une cinquantaine de photographies de l'exposition. Ça a été placé sur un site pour les étudiants à un moment donné. Et je pense que ça fait vraiment pas mal de publicité pour l'exposition. Donc on s'est attiré, je pense, 4 articles, ou donc 3 articles et un compte rendu critique. Tout est archivé, donc vous vraiment, si vous allez sur le site, vous allez pouvoir accéder au film, donc à ce film porte battante avec des extraits de différents documentaires. Les archives audiovisuelles sont tout est là-dessus. Donc ça c'est peut-être le plus risqué peut-être, mais tout peut être enlevé évidemment aussi. Alors pour terminer, peux-tu revenir juste dans la page d'accueil de mon site? Voilà, je vais donc juste vous montrer. Donc l'exposition a été intégrée au site. Je termine, vous voyez, donc actualité, donc ça c'était un peu les colloques que j'avais organisés, donc j'ai pas uniquement ça, le colloque, journée d'études, avec d'autres étudiants. Voilà, donc je voulais montrer, c'est la bibliothèque virtuelle qui est pas... Donc vous avez là les œuvres travaillées à plusieurs ou toutes seules par mois. Avec la page couverture exposée ainsi, je vais vous montrer quand même que j'ai quelques devoirs à faire encore, mais plus beaucoup. Il reste juste 4 œuvres qui sont pour certaines amorcées. Donc là, si vous cliquez là-dessus, il n'y a rien. En fait, il y a un texte en latin, mais je vais juste peut-être vous montrer un joli exemple. On n'a pas intégré, je crois, des images dans ça, mais c'est pas grave, je pense qu'il n'y a pas d'image. Oiseau empirique, le grand album que Sarah Jeanne a évoqué tout à l'heure, donc collaboration entre Dorothea Tani, qui à l'origine est une artiste visuelle, mais qui, lorsqu'elle était en couple avec Max Ernst, ce même Max Ernst qui avait réalisé 2 livres avec Leonard Carrington, s'est transformée en auteure, donc je préfère le terme auteur à autrice, et qui a réalisé ce livre, cet album. C'est pas un livre, c'est vraiment un album de toute beauté, à la matérialité précieuse, luxueuse, qui est à la bibliothèque des livres rares à Yale, parce que le fonds Max Ernst a été acheté par l'université de Yale, et donc ils ont transféré les 2 albums de Tani ici. J'avais vu. Il y en a sans doute un à la BNF parce que c'est l'obligation du dépôt légal. Et comme le livre a été produit par Georges Visa, qui était un des éditeurs surréalistes en 1967, il y a forcément un dépôt qui devait se faire à la BNF.
Donc, vous voyez comment ça fonctionne. Donc, un véritable titre, donc comme si c'était un article. Donc, parfois, c'est plus des articles que des présentations sommaires avec des intitulés. Donc, les deux collaboratrices sont là. Les notes de bas de page sont rejetées en marge, ce qui est agréable parce qu'on les voit en même temps si on veut et pas à la toute fin. Dans d'autres présentations, il y a des petites images qui sont intercalées, pas ici. Donc vraiment longue analyse. Et vous voyez à la fin, une fois de plus, donc ce fair use que nous faisons. Je vais vous montrer donc l'album qu'on voit plus ou moins bien. Donc ça, c'est... vous n'avez pas besoin. Donc un poème en prose de Tanning sur la page de gauche et la lithographie, la gravure de Max Ernst lui fait face. Et il y a, en fait, c'est une sorte de récit très, très sommaire, mais qui n'est pas vraiment un récit, de deux oiseaux exilés qui essaient de se construire un nid, de se poser, et puis il y a toutes sortes de menaces qui sont littéralement imbriquées dans les oiseaux eux-mêmes, comme vous voyez là ici, des petits oiseaux et des armes, très très souvent aussi. Donc Max Ernst a réalisé également la lettrine qui ouvre chacun de ses poèmes en prose. Donc vous savez, c'est un rappel des livres anciens, ou vos livres pour enfants, avec peut-être encore les lettrines aussi. Donc c'est un rappel du livre illustré ancien du livre pour enfants. Et donc on a mis quelques exemples. Donc chaque entité est ouverte par le premier vers du poème en prose. Je suis un être oisif. Et ainsi, donc la double page occupée par le poème et l'image, le vers isolé à nouveau, double page. Et vous voyez, donc c'est vraiment un extrait qu'on propose pour ne pas trop mettre en danger les histoires de droit, de reproduction ou de copyright de manière générale. Voilà. Libre accès, tout le monde peut visiter, se promener là-dedans. Et quand j'ai donné la conférence à l'Académie royale à Bruxelles le mardi après-midi, j'ai présenté de manière générale l'apport des femmes auteurs et artistes dans les trois avant-gardes, donc dans le futurisme, dada et surréalisme. Le public ne savait pas beaucoup plus, mais il y avait énormément de questions et j'ai terminé par leur montrer le site et les gens étaient nombreux à dire merci beaucoup d'avoir fait ce travail-là parce que ça donne accès à un savoir qui dort autrement dans les bibliothèques, qui reste absolument inconnu, alors que je sens que c'est très passionnant de voir un peu ce qui existe et qui n'est pas visible. Parce que vous savez, du moment où un livre n'est pas réédité, il est invisible. Il faut aller travailler en bibliothèque ou lire dans un article pour dire ça existe. Un tel ou une telle a publié, parce que ça s'applique à d'autres corpus, c'est pas le propre des corpus de femmes non plus. Il faut tomber par hasard sur des œuvres qui ont été oubliées, qui ont été perdues de vue, pour qu'il y ait envie de la part de quelqu'un de se pencher là-dessus, de rendre public à nouveau ce qui a déjà été public à un moment donné.